Salut à tous, bienvenue sur Campus, le magazine consacré au sport universitaire. Cette semaine, nous avons rencontré Ivan Pedroso, champion olympique, champion du monde et médaillé d'or des Universiades du saut en longueur. Et dans la deuxième partie de ce troisième numéro, nous vous dirons tout sur les résultats des mondiaux de foot en salle qui se sont déroulés à Braga. Enfin, retour sur les championnats du monde de tir le mois dernier à Kazan en Russie. À suivre également dans la troisième partie les plus beaux gestes, les plus belles images des mondiaux de handball, sans oublier le palmarès complet du côté de la lutte gréco-romaine. Aujourd'hui, notre invité est cubain. Il s'agit de l'athlète Ivan Pedroso. En quelques mots, Ivan Pedroso, c'est un champion olympique, également sacré 4 fois champion du monde de saut en longueur. C'est à Paris que nous avons rencontré ce redoutable athlète. Rendez-vous à l'INSEP, un lieu tout trouvé pour l'entretien. C'est en effet entre ces murs que le Cubain enseigne la discipline et prodigue ses précieux conseils aux futurs champions. Après s'être essayé au demi-fond, Ivan Pedroso est très vite repéré par l'ancien sauteur Milan Matos. Quelques années plus tard, il décroche 2 titres mondiaux à Göteborg et Athènes. 2 semaines après son sacre grec, il est sollicité pour participer aux Universiades d'été en Sicile. J'ai remporté la médaille d'or aux mondiaux et du coup ma fédération m'a demandé de participer aux Universiades. J'étais vraiment content et j'ai dit oui. Décrocher un nouveau titre dans une carrière sportive, c'est toujours positif. Et ça a été une super expérience pour moi. Un titre aux Universiades n'est pas aussi important qu'un titre olympique ou un titre mondial, mais je représente une université de mon pays. C'est super et je pense que tous les athlètes devraient le faire au moins une fois dans leur vie. Direction donc Catane en Sicile. Sur la piste italienne, Pedroso retrouve certains athlètes qu'il connaît déjà pour les avoir affrontés lors des mondiaux. Et s'il parvient à décrocher la médaille d'or, le Cubain a maintenu le suspense jusqu'au bout du concours. Il nous raconte. Je me souviens de presque toutes mes compétitions depuis mes débuts à Toronto en 1993. En 1997, j'ai remporté la médaille d'or après le dernier saut, comme d'habitude. James Beckford pensait avoir gagné après son saut à 8,35 m et moi j'ai fait 8,40 lors de mon dernier essai. Ce jour-là, le nom d'Ivan Pedroso vient s'ajouter à la liste des précédents vainqueurs et parmi les anciens lauréats, on retrouve un certain Mike Powell, sacré en 1987. Pour moi, c'est une compétition comme une autre. Ça ressemble aux Jeux Olympiques, même si évidemment ça n'a pas le même niveau. Mais vous y rencontrez de nombreux athlètes qui sont comme vous. L'échange avec les sportifs des autres universités, c'est vraiment génial. J'en suis vraiment pas revenu. Pour moi, c'est formidable. J'adore échanger. Aujourd'hui, on l'a vu, l'ancien champion est devenu entraîneur. C'est lors de ses études à La Havane qu'Ivan Pedroso découvre sa future vocation. Après avoir été l'assistant de Milan Matos, le coach de ses débuts, il s'occupe de sa compatriote Yargelis Savigne avant d'entamer en septembre 2010 une collaboration avec Teddy Tango. L'année qui précédait mon entrée à l'université, il était extrêmement clair pour moi que je tenais absolument à entraîner d'autres athlètes. Et surtout, ceux qui s'entraînaient avec moi. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie. J'ai achevé le lycée en 1996. J'ai étudié à l'université de Cuba avec l'objectif de devenir entraîneur une fois que j'aurai terminé ma carrière sportive. Une carrière sportive plus qu'honorable puisqu'Ivan Pedroso a rapporté de nombreuses médailles à son pays. Et malgré une popularité plus confidentielle, les Universiades participent à la culture du succès et au rayonnement national. Je pense que dans un pays comme le mien, on veut remporter un maximum de médailles dans toutes les compétitions. Aux Universiades, aux tournois en intérieur, en salle, aux mondiaux ou aux Jeux. L'important, c'est de mettre en avant son pays et de montrer toute la puissance du sport. Ça a été génial pour moi, car les écoles dans lesquelles j'ai étudié m'ont beaucoup apporté
Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de représenter mon université lors de ces universiades. Et vraiment, je ne regrette pas. En 1996, Iván Pedroso traverse une période difficile. Blessé aux ischio-jambiers, il ne prend que la 12e place lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, laissant le titre à Carl Lewis. Mais l'année suivante, il renaît de ses cendres. L'année 1996 a été une année tragique pour moi. À l'entraînement, je tournais autour de 8,90. Mais cette blessure a été le plus gros obstacle de ma carrière. En 96, tout le monde s'attendait à une bonne performance de ma part. Alors, même si c'était normal pour un athlète d'être blessé, moi je pensais que c'était terminé pour moi. Mais dans ces moments-là, il y a toujours quelqu'un pour vous tendre la main, pour vous soutenir. Ça peut être votre entraîneur, votre pays aussi est important, votre famille. Mais tout ça finalement m'a aidé à donner le meilleur et à continuer de gagner pour mon pays. Et c'est ce que j'ai fait. Revenons à présent sur un autre épisode de la vie du sauteur. Nous sommes en 1993 à Sestrières. Iván Pedroso signe un bond de 8,96 m, soit le record du monde de l'époque. Mais sa marque ne sera jamais homologuée en raison du vent. La même année, il réalise même un exploit à 9,10 m, mais une nouvelle fois, sa performance ne rentrera pas dans les annales. Le Cubain a en effet légèrement mordu la planche d'appel. C'est donc avec un double sentiment qu'Iván Pedroso se remémore cette journée, qui reste toutefois l'une des plus belles de sa longue carrière. Oui, c'était un jour incroyable. Il y avait du vent, le saut a été annulé, mais il était à plus de 9 mètres. Tout le monde a été surpris par ce bond, même moi. Je crois vraiment que ce fut l'un des plus beaux sauts de ma carrière. Indéniablement. En 2000, lors des Jeux Olympiques de Sydney, le concours est particulièrement serré. L'Australien Jay Torima mène les débats, mais Pedroso parvient à décrocher son premier titre olympique avec un saut à 8,55 m réalisé à son 6e et dernier essai. Il devient ainsi le premier athlète cubain titré au saut en longueur. Ouais, celui-là, c'est le plus important de tous. C'était le seul titre qui me manquait. C'était mon dernier saut et j'ai tout donné pour l'emporter. Était-ce le meilleur souvenir de votre carrière? Ça a été le titre le plus important de ma carrière. Je l'ai dédié à ma mère qui était décédée la même année, quelques mois plus tôt. Ça a été le moment le plus fort de ma carrière, oui. J'oublierai jamais. Pedroso décroche son dernier podium international en 2006 à l'occasion des Jeux d'Amérique centrale où il se classe 2e du concours derrière la nouvelle génération. En 2007, après avoir pris la 4e place des Jeux panaméricains, le Cubain annonce sa retraite sportive. C'est à Kazan, en Russie, que se dérouleront les prochaines Universiades en 2013. La flamme de l'Universiade continue sa croisière à travers le monde à bord du Sedov et le 23 octobre dernier, l'embarcation a atteint les côtes péruviennes. Au moment où le navire approchait du port de Callao, il avait déjà parcouru plus de 24 000 km, soit un tiers de son tour du monde. Le Sedov a entamé son voyage en mai dernier. Parti de Saint-Pétersbourg, il devrait atteindre Vladivostok en janvier, soit 6 mois avant le début de la compétition. À ce jour, près de 60 pays ont annoncé leur présence aux Universiades d'été qui auront lieu du 6 au 17 juillet. Au total, 205 nations ont été invitées à participer au tournoi qui reste la compétition universitaire la plus importante de l'histoire. Une aubaine pour Kazan qui accueille plus de 15 000 étudiants dans ses écoles. Et si les réjouissances ne démarreront qu'en juillet prochain, l'organisation de l'événement a, elle, déjà débuté. Un rapport a été rendu concernant l'avancée des préparatifs et déjà 27 infrastructures sur 50 sont opérationnelles. En attendant le jour J, les 13 500 athlètes attendus continuent de s'entraîner.
Les 13e championnats du monde universitaires de futsal ont eu lieu à Braga au Portugal avec 14 sélections masculines et 5 féminines. Dans le tournoi féminin, le Brésil a tout écrasé, intouchable, premier devant l'Espagne et le Portugal. Dans le tournoi masculin, le Portugal, la Russie, l'Ukraine et la surprenante Thaïlande atteignent les demi-finales. L'Ukraine domine le pays hôte 1-0 et la Russie étrille la Thaïlande pour une nouvelle finale 2 ans après son échec face au Brésil à Novi Sad. En 2010, l'équipe masculine du Brésil avait enlevé le titre en Serbie, mais non sans mal à l'issue d'un match mouvementé en finale 3-2 face à la Russie. Cette fois, l'occasion était belle pour les Russes de s'offrir l'or après leur déception de 2010. Curieusement, les deux équipes s'étaient déjà affrontées en finale 14 ans plus tôt, déjà lors de championnats du monde organisés au Portugal. L'histoire est vraiment un éternel recommencement. Les Ukrainiens qui vont débuter le match avec énormément d'envie et un esprit offensif jamais démenti. Avec Klochko et Zourba, 5 buts pendant le tournoi. Dont la frappe est très bien stoppée par Zamratadze, le gardien russe. En seconde période, Klochko intercepte un ballon décisif et Siri envoie Zourba vers le but. Ce sera le seul but du match, seul devant le gardien. Il ne s'est pas trompé. Zourba. À partir de ce but, les Russes vont jouer leur va-tout, avec notamment le gardien remplacé par un joueur de champ pour les dernières minutes. Mais la défense ukrainienne va rester de glace. Et les jaunes et bleus vont enlever ce titre mondial. Prochain rendez-vous mondial, ce sera en Espagne en 2014 dans la riante cité de Malaga. Même si la finale a été un peu verrouillée, triomphe totalement mérité pour les Ukrainiens qui ont été globalement les plus inspirés, les plus offensifs en termes de jeu sur cette compétition. Petit retour en arrière à présent, nous sommes en 2005 et cette année-là, les universiades d'hiver élisent domicile dans la ville d'Innsbruck. Pour cette étape autrichienne, une nouvelle discipline fait son apparition. C'est en effet la première fois que les femmes participent au saut à ski. L'occasion pour les nombreux spectateurs de découvrir de jeunes et talentueuses athlètes et parmi elles Daniela Irashko. À 22 ans, cette native d'Innsbruck fait honneur à son public puisqu'elle remporte le concours haut la main. Avec un total de 241,5, elle devance la Slovène Monika Pogladic, deuxième de la compétition. Une véritable consécration pour la jeune pousse locale. C'est un jour spécial pour moi car les universiades se passent chez moi, à Innsbruck, la ville où j'étudie. À partir de cette année-là, Daniela Irashko ne s'arrête plus. Elle s'impose 2 ans plus tard lors des universiades de 2007 à Turin. Après avoir dominé la saison hivernale avec 6 podiums, dont 5 victoires, elle ne signe que la 4e place lors du premier championnat du monde de saut à ski féminin à Liberec. C'est en 2011 que Daniela entre dans la cour des grands en devenant la première autrichienne championne du monde de saut à ski devant l'italienne Elena Rungaldier et la française Colline Mattel. À ce jour, elle compte 72 podiums, dont 40 victoires. Un palmarès que la licenciée du club d'Einzerets espère bien continuer d'étoffer. Et si la victoire n'est plus au rendez-vous, Daniela pourra se consacrer à son autre passion, le ballon rond. La skieuse a en effet été sacrée championne d'Autriche 2009 de football avec son club du SV Neulenbach. Les épreuves de tir féminines et masculines en balle trappe se sont déroulées à Kazan en Russie, au Sviaga Shotgun Ranch. Répétition générale avant les universiades de Kazan l'an prochain, avec l'organisation d'un tournoi qui pose plusieurs problèmes logistiques et de sécurité. La compétition a vu le couronnement de l'Italie, première au tableau des médailles. En balle trappe individuelle chez les dames, l'italienne Silvana Stanco
entre en finale avec le meilleur total. 68 points après 3 tours de qualification. La Kazakh Anastasia Davidova se qualifie en deuxième position, tandis que la Russe Tatiana Barshuk termine troisième. Silvana Stanko qui parviendra à maîtriser ses nerfs jusqu'au bout et à s'offrir une victoire amplement méritée. Seulement 4 tirs manqués, de loin le meilleur total des finalistes. Chez les hommes, l'Américain Brian Burrows est leader après la première journée, mais l'Italien Valerio Grazzini finit par le dépasser après seulement 2 échecs lors de la deuxième journée. Le chypriote Andreas Makri finit troisième. Grazzini qui s'impose finalement avec 3 points d'avance sur Burrows, l'Américain. En ski individuel chez les dames, Albina Shakirova prend la tête après la première journée avec un excellent total de 68. Elle va maintenir son avance en devançant finalement d'une seule unité la Polonaise Agnieszka Sieraszka et la Slovaque Danka Bartekova. Toujours le skit, mais chez les hommes, le total de Marco Sablone est impressionnant. Il atteint 123 points en ratant seulement 2 tirs sur l'une des 5 étapes du tour de qualification. Le Tchèque Thomas Niederle réussit 120 points, à distance quand même respectable de Sablonnet, tandis que Anton Astakov et Jakub Tomeček font 119 et 118. C'est donc le Russe Astakov qui devance le compatriote de Niederle pour la 3e place. Podium Italie, Tchèque et Russe. En double trappe individuelle, Antonio Barilla qui a manqué seulement 3 tirs en finale a eu des résultats extrêmement stables qui lui offrent la première place. 191 au final. Le Russe Mikhail Leibo termine 2e avec 187, 4 points donc derrière l'Italien. Et c'est un autre Italien qui complète le podium, Alessandro Pianese. L'Italie était intouchable sur ses épreuves de tir. La ville de Blumenau a accueilli les championnats du monde universitaire de handball du 21 juin au 1er juillet de cette année. Les sélections turques, tchèques, coréennes, nigérianes, polonaises, algériennes, françaises, roumaines, chiliennes, américaines et koweïtiennes disputaient le titre à la sélection brésilienne. Chez les hommes, les Brésiliens affrontent la République tchèque en demi-finale avec la victoire des Tchèques, 36-30. Les Brésiliens surclassés dans cette demi-finale par les Tchèques. Une rencontre ouverte en revanche dans l'autre demi-finale entre la Pologne et le Portugal. Un match dont les Polonais étaient les favoris, mais qui n'est pas forcément avec le résultat que l'on attendait. Victoire pour le Portugal d'1 point. Chez les dames, pour la médaille de bronze, victoire écrasante des Polonaises, 41-26.
C'est exactement la même affiche que le match pour le bronze chez les hommes. Sauf que chez les hommes, le score est inversé. Ce sont les Brésiliens qui vont triompher des Polonais. Revanche du Brésil pour la plus grande joie des supporters. Un match un peu plus indécis également que l'affiche féminine. 4 buts d'avance à l'arrivée pour les Brésiliens face aux Polonais. Brésil donc, médaille de bronze dans le tournoi masculin. La finale féminine avec des Roumaines qui font d'entrée preuve d'une très grande détermination, comme on le voit très clairement sur ces premières images. Volonté, envie, face aux invincibles Tchèques. Mais les Tchèques justement prouvent leur maîtrise et s'imposent finalement 32-18. Et on conclut cette page handball avec la finale messieurs. La République tchèque encore, cette fois face au Portugal. Et une victoire tchèque de 10 buts, 34-24. Ils étaient favoris dès le début de la compétition. Les Tchèques n'ont pas déçu, ils ont assumé surtout leur statut. Et ils dominent nettement les Portugais dans cette finale. Meilleur joueur du tournoi est quand même une consolation pour le Portugal puisque c'est Thiago Pereira qui a été nommé. Le 2 octobre, la Finlande accueillait les championnats du monde universitaire de lutte à Kuortane. Chez les moins de 55 kg, le match s'est joué dans la 3e période après 2 premières reprises à couteau tiré. Rien n'est alors marqué dans cette ultime reprise et c'est finalement au tirage au sort que l'Ukrainienne Irina Ouziak remporte l'avantage de la prise face à Maria Ezanou. Chez les hommes, dans la plus légère des catégories, c'est Max Nouri qui a décroché la médaille d'or après sa victoire face au Biélorusse Dimitri Britchak. Après un début relativement équilibré, l'Américain réussit à montrer ses qualités à la fois de défenseur et d'arracheur dans les 2 périodes suivantes. Résultat, victoire pour Nouri, médaille d'argent pour Britchak. Le Turc Serif Kilic et le Russe Ivan Blatsev se partagent la 3e place. Retour du côté des dames chez les moins de 59 kg. Amanda Gerhardt et Yurika Ito avaient rendez-vous en finale. Après une première période remportée par la Canadienne à la dernière seconde, la Japonaise, loin d'abandonner, remporte la 2e manche pour revenir à égalité. Dans une 3e reprise accrochée, la Nippone réussit finalement à prendre la tête par 2 points. Un écart qui lui permet de décrocher la médaille d'or devant Ito, tandis que la Turque Saïn et la Russe Yulia Alborova remportent le bronze. Dans la catégorie des moins de 60 kg, le Moldave Donior Islamov l'a emporté face au Polonais Michal Traz. Après avoir pris un coup au visage, le Polonais est déstabilisé et laisse passer sa chance, laissant le lutteur moldave remporter l'or. Médaille de bronze pour l'Américain Jamel Johnson et le Biélorusse Dimitri Alensky. On passe aux moins de 66 kg, une catégorie dans laquelle 2 athlètes sont apparus clairement supérieurs à leurs adversaires, le Hongrois István Kozak et le Turc Mevlut Tarik. Dans la première période, Kozak marque le seul point de la reprise et prend l'avantage à la marque. Le scénario de la seconde reprise est identique et le Hongrois arrache un point suite à une position au sol. Victoire donc pour Kozak, médaille d'argent pour Arik. On termine avec les moins de 74 kg. L'Iranien Adi Alitza Depournia s'est facilement frayé un chemin jusqu'en finale où il rencontrait le Hongrois László Szabó. Après un début de match très intense, c'est l'Iranien champion d'Asie en titre qui marque le premier point avant de remporter la 2e période et donc le match. L'Allemand Damian Hartmann et le Russe Konstantin Chipaev récoltent le bronze. Un
Un coup d'œil sur le calendrier des mondiaux universitaires avec entre autres, vous le voyez, l'haltérophilie en Israël à partir du 6 novembre ou encore le badminton en République de Corée. Le patinage de vitesse aura lui lieu en décembre. On l'a vu, les universiades d'été prendront leur quartier à Kazan le 6 juillet 2013, clap de fin le 17. L'édition hivernale aura lieu en Italie du 11 au 21 décembre. Enfin, même si l'échéance est encore loin, notez bien les universiades d'hiver de 2015 en Espagne à Grenade. Le mois prochain, nous irons à la rencontre de l'athlète universitaire de l'année, champion du monde et champion olympique, Nelson Évora. Nous verrons également les championnats du monde universitaires de beach volley, le badminton à Gwangju et l'haltérophilie à Eilat. Merci, au revoir.